Enregistrement. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Zoom du CCLJ. Nous sommes vraiment ravis de recevoir ce soir Raphaël Enthoven, philosophe, écrivain. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Alors la dernière fois que vous êtes venu en vrai au CCLJ, c'était en mai 2015 pour nous parler de Marcel 2015, Proust. Oui, 2015, pour nous parler c'est de un Marcel autre Proust. monde. Exactement. Mm. Mais là, votre dernier ouvrage est une pièce de théâtre, hein, L'école des dames, une parodie en alexandrin très amusante de l'école des femmes de Molière. Mais c'est de votre avant-dernier ouvrage hein, qui sera au centre de la discussion ce soir, votre premier roman, Le temps gagné, paru il y a quelques mois aux éditions de l'Observatoire. Voilà, voici la couverture. Égalité, universalité, laïcité, lutte contre l'antisémitisme, vous partagez beaucoup de valeurs et de combats avec Viviane Teitelbaum qui va animer la discussion ce soir. Bonsoir Viviane. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors Viviane, tu es l'auteur de beaucoup de livres, d'une dizaine de livres, notamment sur l'antisémitisme et sur le voile. Tu es députée et maire au Parlement bruxellois. Je te passe la main, non sans rappeler aux participants de bien garder leur micro fermé. Et ces participants pourront poser quelques questions s'ils en ont envie tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Sylvie. Alors Raphaël, je vous propose de commencer tout de suite avec le livre Le temps gagné, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Dans votre livre, vous dites gagne du temps, disait votre père, gagne du temps, trompe-toi tant qu'il faut, l'instinct est à ce prix, sois con souvent, génial parfois. Alors, est-ce que vous l'avez gagné, ce temps, et pensez-vous comme lui que pour gagner du temps, on peut tout dire de quelque chose? Est-ce que c'est ce qui a guidé votre livre, en nommer l'essentiel à coups de raccourcis? Alors voilà, justement, vous dites raccourci et j'aurais préféré l'ellipse. Toute la question est comment échapper au raccourci et parvenir à l'ellipse. Comment échapper à la facilité et en venir à la simplicité. Comment échapper au sophisme? Comment échapper au sentiment de savoir? Comment échapper à cette manière qu'on a de gagner du temps, qui est de se donner le sentiment de savoir ou de donner aux autres le sentiment qu'on sait, une formation qu'on reçoit en Hippocagne en général, d'ailleurs très utile, mais enfin une formation sophistique. Comment échapper, si vous voulez, à cette façon-là de gagner du temps au profit de l'autre, qui est de faire du temps son meilleur allié, c'est-à-dire ça peut prendre la forme dans la vie d'aphorismes, par exemple. Non pas de simplification, mais de phrases d'une extrême concision. Et la recommandation que le narrateur reçoit de son père est ambivalente. Et la figure de son père est ambivalente. À bien des égards, son père lui apparaît comme j'ai envie de dire un artificier. Mais un artificier au sens, c'est un faiseur d'artifice. C'est quelqu'un qui se donne des artifices. Et c'est quelqu'un donc que son enfant ne peut pas juger. Mais c'est aussi celui qui, de temps en temps, par l'extrême alacrité de son esprit et par la capacité qu'il a de ramasser en une phrase des gestes ou des décisions qui durent des années, lui donne le sentiment que l'essentiel tient parfois dans un joyau et qu'en somme, 10 tonnes de charbon peuvent produire un diamant. Et donc, tout le livre oscille entre la facilité et la facilité qui est une facilité et la simplicité qui est une difficulté. Voilà. D'accord. La difficulté pour vous, elle était, enfin, on la ressent quand même à travers le livre par rapport à la difficulté. La difficulté par rapport à la relation entre le narrateur, comme vous dites, et son père. Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un contre-exemple? Voilà. Il reçoit de son père, à tous égards, des injonctions contradictoires. Son père lui demande, il entretient avec son père entretient avec lui un rapport mosaïque, très clairement. C'est-à-dire qu'il est le Moïse de celui qu'il va pousser au-delà de la rive. Et donc, dans l'architecture proustienne, mentalement proustienne ou spontanément proustienne du livre, il est à la place de Swann, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est celui qui... il occupe ça. Il est le... Comment dire? L'échec magnifique qui donne à l'autre l'envie d'aller plus loin. Mais dans le même temps, il reçoit de son père l'injonction de ne jamais
aller plus loin ou de ne jamais faire plus. Et de la même manière, il lui dit, gagne du temps, brûle les étapes, et en même temps, gagne du temps, regarde comme de temps en temps, une phrase, un mot, une couleur, un dessin peut suffire à résumer le monde. Et en somme, et c'est un privilège ça. C'est-à-dire, et de la même manière, il reçoit de son père le sentiment que les riches sont enviables et dans le même temps, l'idée qu'il faut les mépriser. Et ainsi de suite. Et donc, ces doubles injonctions ne sont pas une source de déséquilibre, mais plutôt confèrent à celui que j'appelle, pas par coquetterie, le narrateur, mais parce qu'en somme, les personnages vous échappent au bout d'un moment. Et donc, c'est plus juste pour moi de dire le narrateur, même s'il me ressemble, ce n'est pas la question. Mais il lui donne une capacité à évoluer sur un sol meuble dont le narrateur fait une chance. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bons parents. Quand on vous transmet du bordel, on vous transmet aussi le désir de tenir. On vous transmet aussi l'équilibre, ou le goût de l'équilibre. Un moment, donc après l'histoire que vous décrivez du petit garçon apprenant la naissance de sa demi-sœur, hein, Pauline, histoire qui crée un drame d'ailleurs, vous écrivez « L'enjeu d'écrire, surtout quand j'en passais par la fiction, était-il déjà de faire exister les choses en les nommant ou de les nommer tout en les niant ?» Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? C'est-à-dire, de les faire exister en les nommant, ça correspond à une révélation que fait le narrateur par la lecture. Il reçoit de ses professeurs, de ses parents, l'injonction vague, ou plutôt la recommandation vague de lire des livres, d'abord parce que ça fait bien, et ensuite parce que ça nous emmène ailleurs, ça nous distrait. Et lui, il trouve qu'en matière de distraction, les chevaliers du Zodiaque ou Albator, ça marche beaucoup mieux que la comtesse de Ségur. En revanche, ce que la comtesse de Ségur a comme effet sur lui, c'est de lui rendre, non pas, c'est pas de l'emmener ailleurs, ni dans une autre époque, mais bien au contraire, de lui rendre réel des choses dont il n'arrive pas à croire qu'elles existent. Voilà un enfant qui vit dans sa bulle, qui est dans sa bulle et qui, comme tout enfant, cède très volontiers à l'illusion que le monde symbolique en lui-même ferme les yeux. Et qui, donc, prend et trouve avec les livres un renseignement tangible sur la réalité du monde en dehors de lui. Donc, les livres ramènent le narrateur à l'ici-bas. Aussi, écrire pour lui est une façon de faire exister les choses en les nommant. Mais de la même manière qu'il y a une injonction contradictoire de la part du père, et que le père emploie le génie du langage à recouvrir le réel du désir qu'il en a, donc à le masquer, écrire sert aussi au narrateur qui reçoit une formation de virtuose standard, si vous voulez, sert aussi aisément à orner la réalité en lui donnant les atours, les contours, etc., en l'habillant. Voilà, on est bon couturier. Donc l'écriture, et on tisse un texte. Et donc on est vraiment bon couturier. Donc l'écriture est là encore, à double détente, en somme. Et ce qu'il découvre, en fait, alors l'épisode auquel vous faites référence est un épisode très douloureux parce que c'est un épisode où, pour saluer l'arrivée d'une petite sœur, le narrateur écrit une nouvelle dont il imagine, et comme il est en train de lire l'enfant et la haute mère de Supervielle, et c'est l'histoire d'un enfant qui n'est en fait que le rêve d'un pirate, qui est le rêve d'un marin et qui vit dans une ville où elle est seule à ouvrir les boutiques et à faire sonner le clairon. Le narrateur lit ça à ce moment-là, et donc il a envie de raconter l'histoire d'une personne qui se noie, mais dont la vie commence à l'instant où elle meurt. Et donc, il commence par une phrase, Pauline ne prit conscience du fait qu'elle était morte que tardivement. Et pendant un moment, le narrateur n'a aucune idée de ce qu'il est en train d'écrire et de ce qu'il est en train de dire véritablement, ou en tout cas de faire entendre, ou de laisser entendre. Mais comme ce n'est pas du tout son intention, il se sent tout à fait piégé quand on lui en fait le procès. À tel point qu'il espère un moment, comme un paratonnerre, brandir le fait qu'il a employé un adverbe tardivement, ce qui, pour son père, est une sorte de crime aussi. Mais le crime est moins grave que d'avoir souhaité clairement la mort d'un enfant à venir, ce qui n'était pas son cas. Et cette injustice-là le renseigne à la fois sur l'injustice dont les gens sont capables et sur la quantité d'incompréhension qu'il peut y avoir entre deux êtres, et deux générations, peu importe, à quel point une intention peut être mal comprise, mais aussi le renseigne sur l'ampleur de ce qu'on écrit quand on écrit, et la possibilité de tuer avec des mots. Voilà. C'est ça qui se passe là.
Mhm. Euh, Ça, c'est le côté de l'écriture. En même temps, vous dites, enfin, dans le livre, vous faites dire, en littérature, on peut ouvrir les livres avant de savoir lire. C'est même recommandé. On doit les feuilleter avant de les déchiffrer et vivre avec eux sans trop savoir ce qu'ils racontent. Est-ce Oui. que c'est comme ça que le lecteur doit aborder le temps gagné ou Ah, c'est... le temps gagné, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si on est là dans la littérature dont je parle au moment où je dis ça. Quand je dis ça, moi, je dis, mais dormez avec Kant, Mhm, apprenez à lire en déchiffrant les titres des livres sur leurs tranches, ouvrez-les sur vos têtes. Et si vous avez le sentiment que la leçon entrera mieux quand vous dormez avec un livre ouvert sur votre tête, eh bien, vous n'avez pas tort. C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, c'est comme Françoise Dolto disait, recommandait de parler franchement aux enfants, de leur dire exactement les choses, de leur parler tranquillement, etc. Non qu'ils comprennent le sens de ce qu'on dit, mais le ton qui vient avec les mots que l'on emploie est exactement celui qu'ils entendent. Et donc c'est ça qui passe. Et évidemment, il n'y a pas de meilleur message que celui-là, c'est-à-dire que le ton parfaitement adapté à ce qu'on raconte. Et la fréquentation répétée des livres, le fait de jouer avec, de les faire tomber de la bibliothèque, de les ouvrir, de les fermer, de regarder leurs titres, de s'étonner de leurs noms, etc., d'établir des parallèles fantaisistes, de jouer avec les bibliothèques, est une fantaisie féconde, c'est-à-dire facilite l'entrée dans l'écriture, le normalise en somme. Alors que, c'était à ça que je l'oppose, le jeu d'échecs, c'est le contraire. C'est-à-dire que plus on fait le malin aux échecs au début, moins on sait jouer en fait. Et plus on est maintenu justement dans l'illusion qu'on sait jouer. Et pour un copycat, pour un enfant assez doué pour imiter les autres, il mesure assez vite les limites de l'imitation par le jeu d'échecs, où il n'est jamais bon. Alors qu'en revanche, du côté des livres, l'assiduité de leur fréquentation, de leur tripotage, finit par produire des mots, des phrases, et puis des lectures et des grandes aventures. Et puis le moment où il ouvre tous les volumes de la comtesse de Ségur et où il est comme un seigneur. Il est le roi du monde, c'est-à-dire il est le roi de 30 mondes. Tous les livres, il faut imaginer ce que c'est, que les livres de la comtesse de Ségur, ceux d'entre vous qui... Ce sont des... Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent cette belle collection Michel de Lormeret. Comtesse collection mauve avec des lithographies magnifiques. Il faut imaginer ce que c'est que ces 30 livres mauves ouverts à la page du choix, à la page du bon choix, et le démiurge qui se promène au milieu de ces livres et qui va d'un monde à l'autre comme on ouvre une fenêtre sur un univers. C'est ça, la comtesse. Ce sont des plurivers presque. Et c'est voilà, c'est le contraire des échecs. Pardon, je m'éloigne du non, truc. Mais non. je veux dire, le rapport au livre est un rapport aussi tactile, c'est un rapport sensible. Le livre doit être l'ami. Le geste, par exemple, de certains enfants, le geste spontané de certains enfants de renifler l'odeur des livres. Mhm. J'ai vu ça chez des enfants qui n'aiment pas lire, mais qui sont toujours sensibles à l'odeur des livres. C'est très important, ça. C'est une porte d'entrée magnifique. La vague odeur de champignons, comme disait Sartre. Ça, ça c'est fondamental. Voilà, je crois qu'on tient là une porte d'entrée dans la lecture Mhm. qui, à mon avis, est efficace. Voilà. Quand on lit votre livre, on s'attache quand même à la manière dont votre père, enfin dont le père du narrateur initie le garçon à la lecture, justement. C'est bon. Après, par moments, on prend ses distances un petit peu comme le narrateur, mais par moments, c'est vraiment très attachant. J'ai envie de vous demander, est-ce que cette transmission, vous la faites un petit peu de la même manière avec vos enfants ou c'est quelque chose au Les contraire? procédures, les procédés sont différents, les façons de faire sont différentes, mais il y a un point commun. Il y a un point commun. C'est que c'est le souci constant de traduire en littérature ou de montrer qu'en littérature, c'est Swann. Swann ne s'intéresse aux gens que quand il voit le tableau qui leur ressemble. Telle domestique est intéressante parce qu'elle ressemble à un portrait de Gétro. Voilà, c'est comme ça. C'est ainsi qu'il a besoin de voir les choses. Et donc, le narrateur reçoit de son père le don de s'intéresser aux êtres et aux choses sous l'angle de leur beauté possible, en somme.
Et il reçoit ça. Et attendez, j'ai oublié votre question. La transmission. Oui, la transmission, c'est ça, la transmission. Et il se trouve aussi que ça marche aussi d'un point de vue réflexif. C'est-à-dire que, par exemple, le narrateur regarde un épisode des Chevaliers du Zodiaque où il assiste à un sacrifice où deux personnes invincibles, enfin, deux personnes lui paraissent invincibles parce qu'elles ont un autre but que la simple victoire. Elles voient plus loin que la victoire. Alors, il est perclus de ça et il se demande si soudain la constance morale n'est pas une meilleure solution pour vivre que le simple cynisme dont à 14 ans, en gros malin, il faisait profession parce qu'il pensait que c'était la meilleure façon de s'en sortir, sans voir d'ailleurs qu'un cynique qui professe le cynisme est un gros naïf. Mais bon, il en était là, si vous voulez. Et soudain, il a accès à une prouesse qu'on doit uniquement à la constance d'un caractère. Donc, il est sensible à ça, et il fait part à son père de ses élucubrations morales, lequel immédiatement voit venir le danger et se dit « Mon fils a besoin d'une leçon de cynisme », et donc lui offre les maximes de La Rochefoucauld. Parce qu'il sait que dans les maximes de La Rochefoucauld, rien n'échappe au filtre du moraliste, à commencer par le courage, que les moralistes interprètent comme une version de l'orgueil. Et ce que le narrateur met des années à comprendre. Mais en revanche, ça se passe comme ça, de la même manière pour le cinéma. Le narrateur aime Terence Hill, Bud Spencer, Karate Kid, les Chevaliers du Zodiaque et des trucs comme ça. Il a un goût de merde. C'est comme ça. Indiana Jones. Il est mainstream. Il ne voit aucun intérêt à aller voir un film chiant. Il supporte même pas l'idée de passer dans une salle obscure pour voir autre chose qu'un film où les gens s'entretuent. Enfin, il est comme ça. C'est son truc. C'est pas tellement s'entretuer d'ailleurs. C'est la distraction puissante du truc. C'est-à-dire, c'est le contraire de la littérature pour lui. Le cinéma occupe la fonction que la littérature occupe chez bien d'autres. Et donc, il a besoin de ça. Mais le père est accablé par le mauvais goût désolant de son fils. Et donc, il a besoin de lui faire mériter ça. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit qu'il peut aller voir Karate Kid à condition de réfléchir sur les vertus de la vengeance. C'est-à-dire qu'il a besoin de donner une vertu conceptuelle ou de transformer quasiment en dissertation le film débile qu'il s'apprête à voir, ce qui lui ouvre le droit et lui donne un ticket. Voilà. Et ce qui est une modalité très fine de la transmission, je trouve, et intelligente, parce que c'est une modalité montagnenne. Vous savez, dans les essais, Montaigne raconte qu'il a appris le latin comme ça. Le père de Montaigne obligeait les gens de son service, ses domestiques, à parler latin, à baragouiner le latin. Tout le monde parlait le latin, il n'entendait que le latin. C'est ainsi que sans fouet, sans larmes, etc., j'appris autant de latin qu'un homme peut en savoir, dit Montaigne, à 7 ans. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors moi, je suis de l'ordre de... Oui, c'est-à-dire qu'une transmission coercitive est un remède à l'amour. Donc, il s'agit de transmettre exactement ce qu'on aime et de ne pas faire le malin avec le reste. Donc ça, oui, très volontiers, oui. C'est vraiment... c'est une transmission. Mais c'est une famille où la transmission se fait à l'inverse. C'est-à-dire que les parents apprennent beaucoup, beaucoup de choses des enfants qui, d'une certaine manière, sont souvent plus âgés qu'eux. Ça s'est toujours passé comme ça. Merci. Je vais revenir 2 secondes à la partie d'échecs. Parce que à partir de là, vous dites d'instinct, je venais de faire la différence entre résignation et consentement et de comprendre que le lieu où on se rend a moins d'importance parfois que la démarche elle-même. Et un peu plus loin, vous dites le courage des vainqueurs, ce n'est pas le courage des gens qui gagnent même quand ils perdent, car ils meurent debout et mourir debout ne dépend que de soi. Et quand vous ratez votre agrégation, vous dites j'avais réussi à perdre sans me sentir vaincu comme on meurt vivant. Et c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Et je me demandais parce que dans votre livre, cette répétition voilà, rend la chose un peu énigmatique. Pourquoi s'accrocher tellement à cette notion de vainqueur, de qui perd gagne en fait? C'est parce que c'est son exosquelette. C'est que quand vous êtes fait de tellement de mobilité que vous vous sentez fantomatique, que vous avez vous-même le sentiment de votre propre inconsistance, vous vous faites un exosquelette d'excellentes notes ou alors de vertus objectives. Et le courage offre cette solution. Le fantôme se sent battu aux échecs par un échec à la découverte qui massacre sa tour, qui promet sa tour à la mort, sa reine à la mort, donc c'est vraiment la fin du monde. Il va assister au martyre de sa reine. Et la modalité de la résignation, c'est d'y consentir dans un soupir. Le consentement, c'est différent. Le consentement, c'est d'y consentir sans soupirer.
c'est de le faire résolument. La découverte aux échecs qu'il était possible de perdre résolument et par là même d'être un peu moins battu que quand on perd en soupirant, paraît très importante à l'instant où il la vit, à celui qui la vit, parce que c'est la seule chose qui lui reste. C'est la seule modalité de survie qui lui reste. Et après, dans la vie, tout ce qui lui semble relever du courage lui paraît une victoire sur lui-même. C'est-à-dire que comme tout lui fait peur, tout ce qui relève du courage lui semble une victoire sur lui-même, et l'idée que ça n'est pas du monde que dépend la victoire ou la défaite, mais ça n'est que de soi. Que, en somme, dans la partition des choses, mettons que 50% des choses nous échappent et que 50% des choses de notre vie dépendent de nous, ce qui est une partition finalement pas si absurde. Mettons les choses extérieures, enfin, voilà. Eh bien, dans cette partition-là, ne pas perdre ne dépend que de soi. C'est-à-dire ne pas baisser les bras ne dépend que de soi. Et ça, c'est Rocky. Ça, c'est Rocky. Le grand enseignement de Rocky, c'est qu'il est toujours moins fort que ses adversaires. Il l'emporte parce qu'il sait prendre plus de coups qu'eux. Et il gagne même quand il perd. Parce qu'il ne perd jamais, ou plus exactement, il ne baisse jamais les bras, sauf une fois, mais bon, voilà. Et ça, ceci est essentiel, d'abord parce que c'est un exosquelette, et ensuite parce que c'est une éthique, tout simplement. Et c'est une éthique qu'il forge. Et que c'est vraiment, je ne connais pas de meilleure façon d'appréhender l'échec. Appréhender l'échec autrement que comme une défaite me paraît la façon la plus sage, la plus raisonnable finalement, et la meilleure à vivre, voilà, face à des catastrophes relatives comme un échec. Alors que à la grecque. vous faites la comparaison avec Rambo et vous dites alors que Rambo doit haïr et haïr de plus en plus pour pouvoir gagner. Rambo, pas Rimbaud, hein. C'est Rambo, pas le même. Oui, c'est bon. Pardon, non, c'est bien. Oui, mais alors, non, en fait, c'est que Rambo incarne autre chose. Les films de Rambo sont tous construits sur la même trame. Rocky, c'est toujours la même trame aussi. C'est sublime. Rocky part de ce qu'il est ou part de très haut, et puis découvre soudain les galères de l'existence, traverse les galères de l'existence, apprend à les surmonter, remporte cette victoire sur lui-même, en quoi consiste le fait de surmonter les galères, et finit par s'en sortir. Il finit par s'en sortir parce qu'il n'est pas vaincu par la vie, c'est-à-dire parce que la vie ne lui dicte pas son mauvais comportement ou d'être mauvais. Alors que Rambo, lui, finit par triompher de ses adversaires en étant plus méchant qu'eux. C'est toujours comme ça qu'il s'en sort. C'est-à-dire qu'il finit par torturer encore davantage celui qui l'a torturé. Il finit par punir encore davantage celui qui voulait, etc., etc. Et il y a chez Rambo quelque chose qui est de l'ordre du châtiment inévitable. Il est l'instrument d'une volonté céleste de châtier les individus, donc c'est vraiment ça. Il est l'outil d'une théologie sans Dieu, si vous voulez. Dieu n'est jamais présent, mais il a une gueule de châtiment. Alors que Rocky, c'est tout à fait différent. Rocky a une gueule de victoire même quand il perd. Donc c'est vraiment pas que Rocky est gentil et que Rambo est méchant. C'est que Rocky l'emporte parce qu'il l'emporte sur lui-même, alors que Rambo, c'est la défaite qui fait de lui un être redoutable. Et qu'un seul homme dont on a moqué la sottise, faut-il qu'on soit snob, ait réussi à incarner ses antipodes, presque sans le vouloir, spontanément. Je suis, moi, pétri de reconnaissance. Et c'est vrai que, aux yeux du narrateur, cet homme-là était une sorte de Zeus, en fait. Un Zeus polymorphe, qui pouvait vraiment montrer tous les chemins, quoi. Oui, tout à fait. Non, on est vraiment pris dans ces comparaisons. Ce sont des belles choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans de la mythologie, là. Avec Rocky, surtout, je pense. Parce que Rambo est aussi, date un peu, parce qu'il est aussi pris par le réseau d'une revendication républicaine, américaine, de reconnaissance des soldats après la guerre du Vietnam, après cette guerre où on les a abandonnés, etc. Donc il y a tout un discours qui inscrit la démarche dans un moment. C'était Chuck Norris, porté disparu, etc. Comme toujours, l'Amérique et les séries Z se faisaient l'écho des préoccupations profondes de la société. Et donc Rambo est pris là-dedans. Rocky est tout à fait intemporel. Tout à fait intemporel. Et en cela, je crois qu'il lui est infiniment supérieur. Mais il n'est pas simplement plus séduisant ou plus sympathique. On est pleinement dans la mythologie, je crois, pas simple, mais une mythologie beaucoup plus intéressante que celle du self-made man.
c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'accomplir de grandes choses. Il s'agit vraiment de devenir ce qu'on est. Et ça, peu de sagas le racontent aussi bien. Et de désirer ce qu'on a. Parce qu'il perd le titre de champion du monde et il ne le regagne que parce qu'il apprend à désirer ce qu'il a eu déjà. C'est mieux qu'une comédie de remariage. C'est Rocky III, c'est le plus beau. Parce qu'il apprend, il ne gagne que parce qu'il retrouve non pas la haine pour celui qui l'a battu, car sinon la peur l'emporte, mais le désir de ce qu'il a déjà connu. Ça, c'est sublime. Merci. On va glisser un petit peu pour faire le pont entre le livre et l'actualité qui nous trouble. À un moment, vous dites quelle différence entre un monde arbitraire et le seul monde possible? Quoi de plus nécessaire qu'un monde arbitraire une fois qu'on l'a choisi? Quoi de plus arbitraire qu'un monde sans miroir, ni choix qui prive à jamais de le comparer? Quand on analyse l'actualité voilà, ces derniers jours et qu'on voit vos engagements, vous avez envie de partager quoi par rapport à ça? Alors, il y a deux façons de répondre à votre question. D'abord, un peu de métaphysique, parce que le moment où je dis ça, en vérité, mais je ne peux pas le citer parce que le livre n'était pas le lieu de faire le malin, mais je voulais traduire en revanche mes sentiments et mes apprentissages. C'est le scoli de la proposition 31 de la première partie de l'éthique. 33, pardonnez-moi de faire le cuistre, c'est 31-33, vous pouvez vous y référer. C'est un moment où Spinoza explique que l'opinion des gens pour qui Dieu fait ce qu'il veut, d'un Dieu badin qui pourrait faire que 2 et 2 fassent 5, ou qui pourrait faire n'importe quoi, etc., à la limite, il s'en sent plus proche que l'opinion des gens qui disent que Dieu n'a pas le choix de faire un autre monde que le meilleur des mondes possibles. Leibniz n'a pas encore dit ce qu'il va dire, c'est-à-dire le meilleur des mondes possibles. Leibniz n'a pas encore écrit. Mais Spinoza devance déjà cet argument. Et il dit qu'une la naissance arbitraire du monde, la naissance du monde par décret, le modèle cartésien d'un Dieu qui d'une pichenette donne le jour au monde et à la bonté duquel nous devons d'être en permanence maintenus dans l'existence, figure cartésienne d'un Dieu badin et tout-puissant, cette figure-là lui est plus familière que la figure proto-leibnizienne, il n'est pas encore là, d'un Dieu qui serait soumis aux lois de la mathématique et comme aux lois de la morale et ne choisirait que le meilleur des mondes possibles tout en étant super puissant. Et ça, c'est très important parce que Spinoza soit plus proche de Descartes que de ceux qui pensent comme Leibniz et comme Leibniz plus tard, que Spinoza soit plus proche de Descartes, renseigne sur le fait, alors que Spinoza, lui, il est toute nécessité. Dieu n'est pas du tout un Dieu badin, Dieu est confondu avec le monde, Dieu est immanent à toute chose, Dieu est la nature, comme il dit, et cette identité totale de Dieu et de la nature fait que le monde n'a rien d'arbitraire, ou plus exactement, tout est explicable, il n'y a rien de mystérieux. Et pourtant, il se sent très proche de celui qui dit Dieu crée le monde d'une pichenette. Parce qu'en fait, l'expérience de l'absurde, un monde créé d'une pichenette qui pourrait disparaître à tout instant, est exactement la même que l'expérience de l'immanence, d'un Dieu identique à toute chose et qui du coup nous prive de donner un sens au monde. Ces deux versions de la chose, la transcendance totale ou bien l'immanence radicale, se tiennent la main dans ce passage extraordinaire, ce scoli incroyable qui se trouve dans la première partie de l'éthique. Et donc c'est à ça, moi, que je fais référence. La traduction politique de ça, en termes politiques de ça, elle est de renoncer définitivement à la chimère d'un horizon où les choses seraient réglées, si vous voulez, d'un horizon de solution. Elle est de renoncer au sentiment qu'il y aurait une solution de continuité entre les époques. Elle est de renoncer à l'illusion de croire ou qu'on pourrait un jour maîtriser le chemin de l'histoire ou avoir une main là-dessus. Ou en tout cas, elle est dans le fait de ne pas vouloir céder à cette tentation parce que ça nous enseigne que toute tentation de cette nature, quand elle se prend pour le réel, débouche sur des massacres de masse. Mais en revanche, c'est la révolte, quoi. C'est la révolte, c'est juste de ne jamais baisser les bras, c'est de faire ce qu'on peut, tout simplement. C'est de faire ce qu'on peut dans la mesure de ses moyens, ou plus exactement, c'est la traduction de l'amour, de la démesure amoureuse en mesure pratique. C'est aussi simple que ça. Et donc, évidemment, sur des tas de sujets, je n'ai aucune illusion sur le fait que l'antisémitisme durera autant que l'humanité durera. C'est une passion fondamentale de l'humanité. Les humains ont besoin d'un bouc émissaire et le juif occupe avantageusement cette position depuis toujours. Il n'y a aucune raison qu'on le détrône de cette place. Je ne vois aucune raison que les gens cessent de haïr, si vous voulez. Mais ceux-là,
cette guerre perdue d'avance n'empêche pas de conduire toutes les batailles. Et il est de la responsabilité de chacun de transmettre le flambeau d'un combat. Voilà, qu'est-ce que c'est ta vie? Ta vie, c'est aussi de te battre contre ces connards, de démonter cet argumentaire et de le disséquer, de le comprendre, d'en connaître l'histoire et d'expliquer à tes enfants et aux amis de tes enfants comment ça s'est passé. Je ne vois pas de contradiction, si vous voulez, dans l'absence d'espoir qui me vient tout simplement de Spinoza et du constat de l'immanence et de l'absence totale de transcendance de mon rapport à l'existence, dans mon rapport à la vie, et en revanche l'exercice d'une foi, c'est-à-dire la décision résolue quotidienne de faire ce qu'on peut, et décision en elle-même inébranlable. Voilà. Je vais avancer un petit peu dans les liens avec l'actualité aussi. Votre livre a eu beaucoup de critiques un peu dans tous les sens. Et la féministe que je suis a été un peu interpellée, j'ai envie de dire, par le procès, j'ai envie même de dire le mauvais procès qu'on vous fait par rapport à la manière dont vous abordez l'avortement de Faustine dans le livre. Je suis très engagée, très féministe, mais voilà. Et dans votre réponse à cette critique, vous dites notre époque a ceci de paradoxal qu'elle se targue d'avoir libéré la parole des victimes, tout en décidant qui entre ou non dans cette catégorie et quel témoignage est audible ou non. Notre époque estime avoir renforcé les liens en opposant la sororité à la fraternité, en multipliant les espaces d'écoute où les participants sont parqués en fonction de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur religion, sans voir qu'à force de diviser l'humanité en clubs, on façonne des esprits incapables de reconnaître l'humain dans l'autre par-delà ses petites appartenances. La sororité se fout des hommes, voire revendique de les détester, c'est peut-être exagéré, mais enfin soit. La sororité racisée se fout des femmes blanches qui ne sont pas des vraies sœurs, alors un mâle blanc privilégié qui invalide le récit d'une femme qui pourrait évoquer sa souffrance, mieux vaut y voir la pure expression d'une vengeance. Et donc là, on est vraiment dans ce qui aujourd'hui est considéré comme l'intersectionnalité des luttes, pas des discriminations. Il y a de ça. Avant d'en venir à la question de la sororité, parce que c'est vrai que la question de la sororité me paraît, la sororité comme nous vivons une époque où nos libertés meurent avec le sentiment de guérir. Et l'un des exemples qu'on peut avoir de ça, qu'on peut donner de ça, c'est la sororité qui est exactement une amputation de la fraternité qu'elle vit comme une ouverture de la fraternité. En réalité, se vivre comme une ouverture de la fraternité, c'est présumer que la fraternité est affaire masculine. Est affaire exclusivement masculine. Frère ici est neutre. Frère n'est pas masculin. La fraternité inclut tout le monde. Et la fraternité elle-même est un mot féminin. Ce que je veux dire ici, c'est que parler de sororité comme d'une solidarité spécifique me semblerait, me gêne, en soi, pourquoi pas d'ailleurs. Mais en revanche, ça me gêne parce que cela présume de la fraternité dont on s'éloigne ainsi. C'est-à-dire, en somme, on fait à la fraternité le procès d'intention d'être une affaire d'homme, derrière la vocation d'universel qui est la sienne. Et même si ce procès a tout à fait une raison d'être, je ne crois pas que l'outil de la sororité qui rajoute justement une séparation à ce procès-là contribue à l'amender. Outre que sororité est peut-être le mot le plus laid de la langue française. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Oui, non, j'en reviens à l'histoire Faustine, parce que c'est intéressant. En fait, la réponse que vous avez lue intervient au moment d'un débat où il y avait eu un article très, très mécontent de Camille Laurence sur ce livre où elle m'accusait de revenge porn. Et j'avais dû répondre à ce moment-là que j'avais moi-même fait à l'époque, en 2004, quand Justine Lévy avait écrit son livre, l'objet d'une captation extraordinairement violente qui m'imputait, par exemple, la responsabilité d'une IVG. Donc, j'avais reçu quantité, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, Dieu merci, mais enfin, j'avais reçu quantité de menaces, de propositions d'ablation, de choses comme ça, de trucs, pour un fait dont j'étais parfaitement innocent. Et à cela, la narratrice ajoutait que si l'enfant n'avait pas été mort, il aurait porté le nom que j'avais comme par hasard donné à l'enfant que j'avais eu avec quelqu'un d'autre. Bon, on est face à un geste, peu importe la qualité du geste si vous voulez, et puis peu importe le fond, peu importe la vérité, c'est pas ça qui compte ici. Ce qui compte, c'est que puisque le jeu de l'autofiction, c'est de capturer l'autre et de dire exactement ce qu'on a envie d'en dire, bon, pas de problème, je fais pareil. Et moi,
ce qui vient à ce moment-là, dans la narration, c'est d'abord le fait qu'à aucun moment, comment dire, c'est d'abord la façon dont le désir de faire croire qu'on ne peut pas avoir d'enfant mute en certitude de ne pas pouvoir avoir d'enfant et donc en étonnement sincère le jour où on lui apprend le contraire. Puis ensuite, en demande inaudible que cet enfant survive parce qu'il est trop tard pour ne pas le garder. Et enfin, en image dont lui-même se vit comme, comment dire, que lui-même vit comme autant de douleurs, autant de tragédies, surtout des images qu'il est contraint de vivre depuis un couloir avec des informations parcellaires et une inquiétude, et puis surtout l'infinie tristesse de celui qui avait consenti à tout ça et qu'on dépouille de son consentement parce qu'il a affaire à une irresponsable. Et donc, si vous voulez, tout ça fait, voilà, c'est ça que moi, je raconte. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le premier récit a été vu comme le récit sincère et émouvant d'une femme en détresse et qui se venge au passage de celui qui a commis l'erreur de la quitter. Le mien a été lu comme la vengeance froide et perfide d'un individu qui, à froid, décide de nuire, etc., etc. Non, c'est même pas un coup rendu, c'est juste la façon que j'ai eu de vivre cette affaire-là. Et ce qui est fou, c'est que quand vous dites des choses, non pas inaudibles ou indicibles, parce qu'il n'y a pas plus d'offense dans ce que je raconte que dans ce qui a été raconté à mon sujet. C'est même moins grave d'une certaine manière, si vous voulez, parce que raconter des choses, raconter la façon dont on défèque, si vous voulez, c'est ne donner aucune information sur quelqu'un ou aucune information spécifique. Dire en revanche que vous avez eu un comportement de pleutre, que vous n'avez pas eu, ce qui n'a aucune importance, mais à un moment crucial de l'existence, ça c'est grave, ça c'est grave. Mais ces affaires-là, c'est étrange. En ce qui me concerne, on a considéré que le corps de l'autre était un tabou, alors que la psychologie du premier ne l'était pas. Quand on dit des choses qui ne doivent pas être dites, tout est fait pour taire ces choses-là. Et l'un des outils pour le taire, c'est de dauber sur la méchanceté ou l'impudeur de celui qui le fait. Et ce recouvrement, en fait, de la parole, j'ai mis des années à comprendre ça. Parce que pendant très longtemps, quand vous faites l'objet d'une captation de cet ordre-là, vous vous forgez à vous-même une carapace qui est en somme une sorte de silence romantique où vous considérez que cette bave-là ne vous a pas atteint. Et vous passez votre vie à vous dire que cette bave-là ne vous a pas atteint et que vous n'y pensez pas. Et vous passez vos journées à vous dire que vous n'y pensez pas et que vous pensez à autre chose. Jusqu'au jour où vous consentez au fait que, en somme, vous ne vous débarrasserez de la chose que si vous la regardez en face et qu'éventuellement vous lui répondez ou que vous en délivrez votre propre version. Et ce jour-là, tout est fait pour vous en empêcher. Tout est fait pour vous en empêcher, à commencer par cette disqualification d'un procédé qui pourtant dans l'autre cas était rigoureusement identique et non moins violent. Mmh. Oui, on comprend bien. Après, voilà, c'est pour ça que je dis, je pense que le procès voilà, qui vous était fait du point de vue féministe était peut-être On fortement… m'a reproché de parler du corps des femmes sous l'angle d'un homme. C'est un livre hétérosexuel, c'est vrai. C'est un œil désirant qui regarde le corps des femmes en général. Et c'est ainsi que, voilà, je suis dans les pensées d'un jeune homme de 20 ans, 21 ans, 22 ans. À cet âge-là, les secondes de la journée où vous ne pensez pas au sexe sont rares. Donc, si vous êtes le fidèle traducteur des émotions de cet individu, vous vous devez de faire une grande place à ces affaires-là, sinon vous mentez. Oui, tout à fait. Mais donc, pour revenir à l'autre aspect de ce que vous dites et qui est vraiment cette revendication de cette parole confisquée par rapport à ces différentes discriminations, aussi par rapport à la place des femmes, le rôle des hommes, etc. Et donc, aujourd'hui, et ce débat s'est invité en Belgique également, où à partir des points d'intersection des discriminations, on part dans l'intersectionnalité des luttes qui, en réalité, diminue la surface de ces discriminations qu'on peut… Ce que l'intersectionnalité offre à nos consciences républicaines, c'est stupéfaite.
C'est l'arnaque d'une convergence des luttes qui est en réalité une opposition des luttes. C'est-à-dire que quand les luttes convergent, elles s'opposent. Vous ne pouvez pas simultanément, par exemple, et ça, je comprends qu'on en fasse un problème. D'ailleurs, en démocratie, c'est souvent le cas. Vous ne pouvez pas... c'est comme la présomption d'innocence et le devoir d'informer. Parfois, ça s'empiète. Si vous voulez. Et une démocratie n'existe pas par le maintien absolu de la totalité de ses principes. Elle existe par la tentative de maintenir simultanément des principes contradictoires. Donc, ce n'est pas grave que les luttes s'opposent, mais croire qu'elles vont converger parce qu'on est du même côté ou qu'on a des intentions pures est une illusion extraordinaire. Alors, si vous voulez, par exemple, quand vous voyez des gens qui... quand en Belgique, on explique que défendre le voile et défendre l'avortement, c'est la même chose. Alors, ce serait merveilleux si c'était une fiction. Moi, j'imagine totalement une pièce de Ionesco, où à la fin de la pièce, une rhinocérat, où à la fin de la pièce, une tarée arrive au pouvoir et vous explique que défendre un vêtement sexiste, c'est comme défendre l'IVG. Un peu comme à la fin de Bananas de Woody Allen, quand le dictateur arrive au pouvoir et qu'il décrète que tous les enfants de moins de 16 ans, désormais, auront 16 ans. Vous voyez, c'est un truc aussi fou que ça, soit capté par la dérision. Et ce qui est redoutable en ce moment, c'est non pas à quel point, c'est non pas que la dérision se prend au sérieux, c'est à quel point c'est sérieusement que l'on dit cela. Donc, le travail du prof dans ces cas-là, il est tout simplement de s'en émerveiller, comme Candide, de s'en étonner, de trouver ça pas normal, de continuer à trouver ça bizarre, de continuer à dire que c'est quand même bizarre d'être féministe et de s'opposer à la pénalisation du harcèlement de rue, parce que ce serait raciste de le faire. Il y a là quelque chose. Ne pas vivre ça comme une contradiction. Vivre ça comme une contradiction, pas de problème. Mais ne pas le vivre comme une contradiction, c'est ça qui me semble bizarre. Je me souviens, paix à son âme, vraiment un brave homme, un homme estimable, Patrick Devedjian, me parlait un jour, élu des Hauts-de-Seine, ancien ministre, me parlait un jour des lois mémorielles en France qui répriment, punissent la négation de telle ou telle... Enfin voilà, vous connaissez ça bien sûr. Et Patrick me dit, moi je suis contre le principe des lois mémorielles, je suis un libéral, je considère que l'Assemblée n'a pas à me dire ce que je dois croire ou penser de tel ou tel événement historique. Je dis oui, et pour le génocide arménien, il me dit non, là c'est différent. Là, je suis pour une loi qui impose la pénalisation de la négation du génocide arménien. Je dis, donc, en fait, c'est une contradiction. Il me dit, oui, c'est une contradiction ouverte. Je l'assume absolument. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui me dit ça, il n'y a pas de problème. On peut commencer à discuter. Il n'y a aucun souci. Mais quelqu'un qui essaie de me vendre la mélasse de sa contradiction comme un projet politique cohérent et qui va me raconter ensuite qu'il est pour la non-mixité et pour l'antiracisme, c'est-à-dire qu'il va lutter contre le racisme en triant les gens selon la couleur de la peau, ceci ne passera jamais. Le filtre, alors ça ne passera pas le filtre de la loi en France, et ça ne passera jamais le filtre de la raison, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas fait pour. Et ceci, c'est-à-dire... Donc, si vous voulez, pour moi, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que ma démarche n'est pas de m'opposer idéologiquement à telle ou telle vision du monde. Il est de pointer dans telle ou telle vision du monde les dispositifs qui compromettent toute possibilité de discussion. Or, un dispositif, si l'identitarisme est mon adversaire, ça n'est pas tant que je fais la promotion d'une conception différente des choses, c'est que l'identitarisme repose sur une conception du débat qui est de l'antidébat, c'est-à-dire qui, dans le meilleur des cas, se satisfait de la juxtaposition de positions antagonistes, et dans le pire des cas, souhaite que ce soit la guerre civile. Et c'est le critère pour moi, il est l'introduction de la contradiction. Si vous êtes dans la contradiction, nous pourrions, vous et moi, être en parfait désaccord, si on était d'accord pour ne pas l'être. Donc le Graal, c'est ça. Et il se trouve que chercher cela, c'est inévitablement croiser les extrémismes et les identitaires qui s'attribuent le bien et qui vous font le procès de votre identité ou qui disqualifient ce que vous dites avant de le discuter. C'est comme ça que je les ai rencontrés, si vous voulez. C'est pas par amour ou vénération de la France, de la République, etc., etc. C'est juste qu'un prof de philo dans ce monde-là n'a aucune raison d'être. Donc c'est presque une lutte pour la survie. Eh bien, il faut que vous gagniez, Raphaël, il faut que vous gagniez parce que c'est important. Il faut se battre.
faut pas Voilà, perdre. il faut se battre et il faut gagner. J'aurais encore 1000 questions, mais le temps avance. Sylvie, est-ce que vous voulez, tu veux qu'on passe aux questions, questions-réponses ou... Oui, maintenant tu as peut-être, si tu as encore une question, Non, vas-y, sinon on va passer aux questions de la salle. Hmm. j'avais juste une petite, il y avait un petit teasing sur Twitter là tout à l'heure, je crois, en disant projet de magazine à la Ah rentrée. oui, oui, oui. Oui, Alors, oui, oui, absolument. Oui. Alors, c'est en gestation, hein, donc c'est pas encore fait. C'est en gestation, on teste la viabilité de la chose, etc. C'est un projet qu'on a conduit avec Caroline Fourest, elle et moi. Donc voilà, mais pas de hasard. On travaille ensemble sur ce coup-là et on essaye de donner le jour au journal euh, qu'on a envie de lire quand l'indigénisme vous exaspère autant que l'extrême droite, si vous voulez, en gros. Mais qui n'est pas un journal centriste. L'idée n'est pas d'être centriste, on s'en fout, ce serait vider la salle que de dire ça. Non, mais c'est d'être un tout petit peu raisonnable, en fait. Avec une particularité, mais c'est ça la question, ça dépendra du talent des contributeurs. C'est être raisonnable tout en étant tout à fait violent dans la démarche ou dans la proposition. Voilà, enfin violent. C'est violent pas au sens où on serait sournois, mais en somme, aimer la bagarre, voilà, si vous voulez. C'est ça le journal. C'est ça le journal. Donc c'est un journal qui est destiné à exaspérer les gens qui nous détestent et à réjouir les gens qui nous aiment. C'est sympa. je m'abonne déjà. Voilà, voilà, magnifique. Bienvenue. Ben, le journal n'existe pas encore, mais je note que vous êtes notre premier abonné. C'est comme une parcelle de lune pour l'instant. On n'y est pas, mais on verra. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à vous. Voilà, alors si vous avez des questions, vous pouvez peut-être lever la main pour ceux qui ont leur caméra branchée. Vous pouvez lever la main et ouvrir votre micro. Là, je regarde la salle, mais je ne vois pas de petites mains. Non, alors moi je vais peut-être poser une question. En fait, on a reçu la semaine dernière Rachel Kahn, Ah oui, voilà, qui est une, je c'est bien pense, fait. amie. Oui, c'était vraiment très très intéressant Formidable. voilà, donc pour son livre Racé. Quelle est, vous, votre vision du féminisme? C'est la même vision qu'elle? Oui, mais je crois que le chemin qui nous y conduit n'est pas le même. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Rachel est conduite à chérir l'universel parce qu'elle ne trouve pas sa place dans un monde où il n'y a pas l'idée d'universel. C'est-à-dire que quand elle est comme Romain Gary. C'est un tel mélange. Elle est un tel mélange. Et un mélange si spectaculaire qu'elle ne peut pas trouver sa place dans un monde où on classe les gens en catégories. Il faudrait 5 catégories pour elle, différentes. Il faudrait, ou 4, musulmanes, noires, blanches, juives. Enfin, c'est pas gérable. Donc, elle a besoin, évidemment, c'est presque une question de survie, si vous voulez. Donc, c'est en cela que l'universalisme qu'elle défend a une force viscérale qui n'est pas le mien, parce que chez moi, la défense de l'universel, ou plus exactement mon féminisme à moi, me vient uniquement du constat objectif qu'il n'y avait pas d'égalité salariale homme-femme, que pendant longtemps les femmes ne pouvaient pas faire de chèques elles-mêmes librement, que etc. 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 C'est-à-dire du constat insupporté depuis toujours que, en vertu de je ne sais quelle normativité naturelle, les femmes ne seraient pas nanties des mêmes droits que les hommes. Et ce fait-là me rend chèvre. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle, alors là, pour le coup, on rentre un peu dans l'idéologie, mais enfin, quand même, c'est la raison pour laquelle, quand j'entends un féminisme expliquer que porter le voile, c'est comme défendre l'IVG, si vous voulez, dire une phrase pareille, c'est comme mettre, je ne sais pas moi, Éric Zemmour au ministère des Bons Sentiments. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et quand j'entends ça, je n'entends pas simplement un truc absurde. Je parlais de l'absurde de cette phrase tout à l'heure. J'entends plus que ça. J'entends vraiment le danger redoutable d'une contamination, mais très profonde du féminisme par la mort, par la haine, par la gangrène, par l'identitarisme. C'est pas l'islamisme. Hein. L'islamisme, c'est le cache-sexe de l'identitarisme. C'est beaucoup plus grave. Par le tropisme identitaire, par la fierté, par la connerie.
en somme, et par le sentiment que la connerie est la meilleure façon de défendre la cause des femmes. Et ceci est un péril terrifiant, terrifiant, donc, auquel je ne me résous pas du tout. Je ne me résous pas au discours qui valide, au nom de la tolérance, comment dire, qui interdit la critique d'un vêtement sexiste. Voilà. Par exemple, le voile, j'ai toujours défendu le port du voile en toutes circonstances, sauf là où les signes religieux n'ont pas leur place dans les bâtiments de la République. Voilà. Il n'y a aucune discrimination là-dedans, ni à l'école. En revanche, ailleurs, ça ne me gêne pas du tout. En revanche, je réclame ardemment le droit de dire que je déteste ce vêtement et sa symbolique, et de m'insurger contre ces gens qui font passer son port pour une libération ou bien une conquête, si vous voulez, dans des endroits où il est déjà légal. Voilà mon féminisme. Merci. C'est vraiment banal, hein, c'est d'une banalité totale. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous dites des trucs comme ça aujourd'hui, vous passez pour un fasciste. C'est très étonnant. C'est comme quand vous dites que 2 et 2 font 4, vous passez pour un conservateur. C'est un des trucs de l'époque. On vit sous le gouvernement du souhaitable, et donc on fait à ce que vous décrivez le procès d'être voulu par vous. On fait comme si vous prescriviez ce que vous décrivez. Je décris une réalité. Je suis, par exemple, pour l'égalité salariale homme-femme. Je pense que l'égalité salariale homme-femme ne peut pas se décréter verticalement du jour au lendemain, sinon on crée des millions de chômeurs, parce que les boîtes n'ont pas les reins pour ça. Ça coûte cher. De changer de monde, ça coûte cher. Et que donc, ça ne peut être que tendanciel. J'ai dit ça, on m'a fait le reproche d'être hostile à l'égalité salariale homme-femme. Et ceci est un problème, si vous voulez. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que la position qu'on croise le plus souvent aujourd'hui, c'est une position aronienne. Quand on est dans ce métier-là, c'est une position aronienne. Raymond Aron, dans les années 50, en toute rigueur, en toute objectivité, constatant la démographie, l'économie, les intentions, la culture, etc., se dit l'Algérie va être indépendante. Bon. Le problème, c'est qu'Aron, à l'époque, il écrit dans le Figaro. Et Pierre Brisson, au Figaro, il lui dit « Raymond, tu ne peux pas du tout dire à nos lecteurs que l'Algérie va être indépendante. » Et Aron lui dit « Mais je n'ai pas dit que je le souhaitais. Je dis juste que ça va être le cas. Mathématiquement, on ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Ou alors, dans 30 ans, tu as un président algérien en France. Tu veux ça? Parce qu'ils auront le droit de vote, etc., etc. Bref, il se fait virer du Figaro. Il s'est fait virer du Figaro, non pas parce qu'il souhaitait l'indépendance algérienne, mais parce qu'il l'avait prédite. Et cette position-là, c'est-à-dire le moment où l'on vous fait le procès de ce que vous constatez, comme si vous le souhaitiez, c'est un des éléments de la mort du débat, et contre lequel il faut lutter en permanence. Voilà. Merci. Stéphane a une question. Stéphane, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Tout à fait. Merci. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous avez évoqué la comparaison entre l'IVG et le port du voile. La coprésidente du Parti écolo francophone belge, qui je pense est l'auteur de ces propos, soutient que l'autorisation du port du voile au travail, en ce compris dans les transports publics, est un facteur d'intégration des femmes musulmanes. Et refuser ce droit, c'est rendre cette intégration plus difficile. Que pensez-vous de cet argument? Que dit la loi chez vous? Mais justement, elle ne dit rien. Ah bon? Non, la loi, pour l'instant, la neutralité n'autorise pas le port de signes convictionnels et religieux dans la fonction publique, mais il y a une nouvelle tendance qui parle de neutralité inclusive qui, elle, l'autoriserait. Donc, c'est ce débat entre neutralité… Ah non, alors voilà, pardon, s'il s'agit de fonctionnaires, pour ma part, le républicain que je suis, mais là, nous sommes dans 2 espaces un peu différents, même s'ils sont vraiment jumeaux, cousins. Le républicain que je suis est parfaitement hostile à la présence du moindre signe religieux dans un espace qui doit être celui de la sainte neutralité publique. Je ne peux pas voir vous savez, en France, alors c'est intéressant parce qu'en France, il y a un débat autour de la personne de Paul Ricoeur, en fait, et des écrits de Paul Ricoeur, entre d'un côté la laïcité d'abstention et de l'autre la laïcité de confrontation. En réalité, les deux ne s'opposent pas, elles ne sont pas au même endroit. Ricoeur dit que la laïcité d'abstention, c'est-à-dire l'absence totale de signes religieux, concerne tous les représentants de l'État, les bâtiments publics, etc., etc. En revanche, la laïcité de confrontation, c'est à l'école, les élèves, ils ont le droit d'arriver avec leur croix, leur kippa, leur machin, leur truc, etc. Et puis c'est par la discussion qu'ils vont s'en libérer, ou pas. Et moi, je n'adhère pas du tout à cette vision du monde. Macron adhérait à cette vision du monde il y a longtemps. Macron n'aurait jamais voté la loi sur le port des signes religieux. Il a changé de discours sur la laïcité parce qu'il était confronté à la réalité d'un procès terrible, d'un procès d'intention fait à la République.
Mais en ce qui me concerne, comment dire, la religion, l'exhibition de la religion, le spectacle de la religion n'a aucune place dans les lieux de dévotion indifférenciée au public, c'est-à-dire la fonction publique, tout simplement, l'enseignement. Ceci n'est pas le lieu de croire. Et quant à l'éducation nationale, en ce qui me concerne, j'ai tendance à penser, parce que les gens disent c'est une revendication de liberté. Mais enfin, depuis quand les enfants sont-ils libres de faire tout ce qu'ils veulent à l'école? On n'est pas à l'école, merde, pour faire tout ce qu'on veut. On est à l'école pour apprendre quoi faire de la liberté qu'on aura plus tard. On est à l'école pour apprendre le meilleur usage de la liberté, pour être ensuite en situation de faire le bon usage par ses compétences et parce que ça nous a appris du respect de l'autre, de la liberté dont on disposera quand on sera en âge d'en disposer. Donc il n'y a rien de liberticide dans le fait d'empêcher les enfants de mettre un signe religieux. Au contraire, il y a juste l'ambition de leur donner, comment dire, la laïcité, c'est pas simplement la liberté de croire ou de pas croire. C'est le fait de croire en sa liberté. C'est le fait de la comprendre, de savoir ce qu'elle est, de l'éprouver, d'avoir traversé ça. Libre à chacun ensuite de se soumettre ou de porter un vêtement qui le signifie plus tard. Je m'en fous. C'est juste qu'il y a des lieux où la religion n'a aucune place, à mon sens, qui sont les lieux de formation, en somme. Et je ne parle pas de l'enseignement du fait religieux. Ça, au contraire, c'est très important. Je parle de l'adhésion inconditionnée et respectée comme telle à une croyance. L'école doit être le lieu où on critique le fait de croire. Sinon, il n'y a plus de philosophie. C'est la fin de la philo. Il n'y a plus de philosophie. Par exemple, en France, il n'y aurait plus de philo en terminale. Imaginez que demain matin, il devienne impossible dans les classes, ce qui est le cas en vérité aujourd'hui, malheureusement, enfin c'est plus que malheureusement, c'est pire que ça, il devienne impossible de critiquer une religion. C'est la fin de tout. C'est la fin de tout. C'est la fin de la philo, en tout cas. C'est la fin de la philo et puis c'est la fin de plein de choses, en fait. En vérité, c'est la fin de plein de choses. De la même manière, les gens ne vont pas au bout de leurs idées. Si demain matin, par exemple, une loi réprimait le fait d'avoir blessé ou offensé quelqu'un, puisque c'est ça le problème, hein. Aujourd'hui, tout le monde se vit comme offensé par des tas de trucs. Et donc, on appelle implicitement, et d'ailleurs il y a des tas de procès qui débouchent sur rien du tout, parce que le rôle de la loi n'est pas de sanctionner l'offense. Si demain matin la loi sanctionnait l'offense, ce serait une dictature parfaite. Parce que chacun serait fondé, au nom de son propre sentiment, à considérer que telle chose l'offense. Et donc la loi lui donnerait raison. Ce serait la fin de tout, et surtout d'un monde commun. Et ceci me paraît beaucoup plus délétère et dangereux que la perspective, je ne sais pas moi, de devenir un jour une théocratie ou quoi que ce soit, si vous voulez. Ce qui me gêne ici, c'est la façon dont c'est la tentation que nous pouvons avoir, encore une fois, par abus de liberté ou mauvais usage de la liberté, de nuire à l'exercice même de la liberté. Par exemple, la différence entre réprimer l'humiliation, c'est-à-dire punir le racisme, ou réprimer l'offense, c'est-à-dire punir le blasphème, est une distinction absolument fondamentale. Et les gens qui jouent sur cette distinction, les politiciens prudents qui le font comme les filous qui avancent leurs pions de cette manière-là, sont des criminels. Voilà. À mon sens. Merci. Ça répond. Merci. Voilà, les amis. Merci beaucoup, Raphaël. Je pense que c'est un plaisir de parler avec vous. Voilà, mais nous aussi, c'était un vrai plaisir. Voilà, je rappelle, je vais peut-être partager votre dernier ouvrage, L'école des dames. On n'en a pas parlé, oui, c'est vrai. On n'en a pas parlé, mais voilà, ce sera peut-être l'occasion prochaine fois, en vrai, comme on dit. Voilà, en vrai, en présentiel, comme on dit. En présentiel. Et alors, et bien l'autre aussi. Je suppose qu'il va bientôt passer en poche, je ne sais pas. Il va bientôt passer en poche. Il passe en poche en septembre. Ah ben voilà. Voilà. Pour gagner, donc... Il arrive en poche. Voilà. Pour gagner de l'argent avec le temps. Super. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette très bonne soirée. Merci, Viviane, d'avoir... Merci, Viviane. À bientôt. Et à très bientôt. Très belle fin de soirée à tous. Au revoir et merci.